Moi, quand je reçois des victimes d'emprise sectaire, il y en a de deux types. C'est soit des familles dont la personne est encore dans le mouvement à caractère sectaire, soit une personne qui est sortie de ce mouvement. Donc, c'est effectivement deux cas qui sont complètement différents et qui sont à appréhender de manière différente. Moi, mon travail, il va être d'abord de réunir des preuves. Et c'est souvent en fait le plus dur, et c'est d'ailleurs, je pense, le plus gros blocage qui empêche en fait qu'une affaire puisse aller jusqu'en justice, puisse aller jusqu'à la condamnation du de tête de ces mouvements, mais pas que, puisque en fait on est sur des mouvements qui sont particulièrement organisés, et on va avoir une tête et en fait ensuite une organisation pyramidale avec le secrétaire, avec le trésorier, avec des rabatteurs également. Euh, Personne-là, pour moi, il est très très difficile de réunir des preuves contre eux personnellement. Et je vais essayer en discutant avec soit la victime directe, soit la victime par ricochet, discuter avec eux des éléments que je peux rapporter. Des éléments que je peux réunir pour quelle infraction. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'abus de faiblesse. C'est effectivement l'infraction principale qu'on utilise dans des mouvements à connotation sectaire, mais pas que. Il faut vraiment comprendre que les infractions, elles peuvent être multiples. Et je vais vous parler eh bien, de viol, d'agression sexuelle, de violence psychologique, de violence physique, de maltraitance physique également. C'est pour ça qu'en fait, cette modification législative qui a été développée tout à l'heure est plus que bienvenue pour nous, professionnels du droit, et pour nous permettre en fait eh bien, de viser plus large et de faciliter notre travail. Ces infractions, c'est d'abord les expliquer aux victimes. Parce que parfois, elles-mêmes, quand je les reçois, elles n'ont même pas conscience de la multiplicité des infractions qui peuvent exister. Et en fait, elles ont une souffrance brute de la perte de leur enfant qui est dans un mouvement où elles-mêmes, elles se reconstruisent après avoir être sorties de ce mouvement. Et souvent, grâce au CAPAS, je dois le dire. Réunir des preuves, c'est très compliqué parce que, en général, on va devoir multiplier les témoignages. Donc, ça va être des récits qui sont transmis au CAPAS et que moi, je l'ai avant de rencontrer la personne. Et puis ensuite, les services d'enquête qui vont travailler, qui vont perquisitionner, qui vont interroger. Moi, je peux intervenir à différents stades. Soit je vais déposer plainte pour la personne. Donc, je caractérise l'infraction avec les éléments de preuve que je suis en capacité de verser. Et ensuite, c'est les services de police qui vont enquêter. Donc ça, c'est une possibilité. Mais je peux aussi intervenir à différents stades, notamment si on a une instruction qui est ouverte. Donc, il y a un juge d'instruction qui va déléguer des investigations aux services de police. C'est ce qu'on appelle une commission rogatoire, pour essayer de réunir le plus de preuves possible. Il y a au troisième moment où je peux également intervenir, le jugement. Donc là, on va considérer qu'il y a suffisamment d'éléments pour que plusieurs membres de l'organisation soient renvoyés devant une juridiction pour être jugés. Et là, mon travail va être de représenter les victimes face, effectivement, en général, à de gros avocats, parce que c'est des organisations qui sont puissantes, qui ont de l'argent, qui mettent le budget aussi sur leurs avocats. Et je pourrais vous parler d'une affaire très récente où effectivement il y avait un pool d'avocats en face de nous et c'était pas très simple. Mais nous aussi, en tant qu'avocats du CAPES, on a su se défendre. Et d'ailleurs, il y a eu des condamnations avec des peines de prison très lourdes. Et toute mon intervention, en fait, elle va aussi être en parallèle du CAPES, puisque, alors, je vais être en contact avec le CAPES pour les informer de l'évolution. Mais en même temps, je ne peux pas tout leur dire parce que moi, mes échanges avec les victimes sont confidentiels et sont couverts par le secret. Donc, c'est plus un avancement, je dirais, en parallèle. Et puis, il y a aussi un soutien qui va être d'ordre psychologique. Et là, vraiment, l'intervention des psychologues est très importante parce que la question est la suivante. Quand votre enfant est dans un mouvement sectaire, vous devez maintenir le lien avec eux. C'est vraiment essentiel parce que le but, c'est d'éviter les ruptures, que la personne n'ait plus aucun moyen de se raccrocher à la réalité, de se raccrocher à la société, à sa famille, à ses proches. Or, quand vous déposez plainte en tant que parent, famille, ami,
évidemment, la personne va mal le prendre et ça peut entraîner une rupture qu'on ne souhaite pas. Donc ça, c'est vraiment une grande difficulté que je rencontre avec les personnes, soit sous emprise, soit dont un membre de la famille est sous emprise, parce qu'il faut faire des choix. Et procéduralement, ça peut aussi être irrévocable en fait à l'égard de la personne. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer effectivement. On a des procédures, par exemple, qui sont trop anciennes, avec des faits qui sont prescrits parce que sortir de l'emprise, c'est parfois long. Et malheureusement, parfois, l'infraction est prescrite au auteur. Dans ce cas-là, effectivement, on va être très transparent avec la personne et lui annoncer avec tact. Et ensuite la renvoyer vers le CAFES et les psychologues du CAFES pour qu'ils puissent évoquer cette impossibilité pour eux d'aller en justice et d'être reconnus par la justice en qualité de victime. Il y a aussi d'autres situations où l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, mais on sait très bien qu'on est tout de même en face d'un mouvement sectaire. Et dans ce cas-là, on va pouvoir tout de même déposer plainte, puisque un dépôt de plainte va nécessairement entraîner une enquête. C'est très très rare qu'on classe immédiatement une plainte. Et donc, cette plainte, dont on sait qu'elle est plus ou moins douée à l'échec, va tout de même permettre d'interroger des membres de l'organisation et, entre guillemets, leur faire peur. Parce que c'est le but, c'est aussi bien de tirer la sonnette d'alarme, c'est aussi de dire à la victime qu'on a fait quelque chose, qu'on a fait des recherches, et aussi peut-être aux autres adeptes qui sont encore victimes, eh bien, que la justice se saisit de la situation. Et ça, c'est important pour eux, je pense, de l'entendre, même s'ils ne sont pas encore prêts à sortir du mouvement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des organisations qui sont riches et les victimes ne le sont pas forcément parce qu'elles vont être parfois dépouillées de toute richesse. Les avocats peuvent intervenir à l'aide juridictionnelle et ça, vraiment, c'est important de le dire parce que souvent, ça fait peur au fil de se dire mais je vais payer mon avocat 15 000 euros pour ce procès, ce qui peut durer longtemps. Là, le procès que vous évoquez a quand même duré 15 jours, donc c'est 15 jours de présence à Paris pour l'avocat, sans compter la préparation, puisque vous avez un dossier qui est grand du sol jusqu'au plafond. Hein, c'est vraiment des dossiers tentaculaires qui arrivent en justice après 10 ans de procédure, donc qui sont complexes et qui sont très lourds. Donc l'aide juridictionnelle, il faut absolument le dire, c'est important parce que tout le monde peut saisir un avocat à l'aide juridictionnelle s'il n'a pas les moyens et ça c'est important.